La ville d'Hiroshima, dans le sud-ouest du Japon, a commémoré le 80e anniversaire du bombardement atomique de la ville par les États-Unis. 140 000 personnes sont mortes lors de ce bombardement, des chiffres qui ne prennent pas en compte les morts liés aux effets long terme de l'irradiation. De nombreux survivants à l'impact ont été contaminés par la pluie noire qui a suivi l'onde de choc et les flammes. Le nombre de survivants diminuant rapidement et leur âge moyen dépassant désormais 86 ans. Cette cérémonie est considérée comme le dernier événement commémoratif majeur pour nombre d'entre eux. Beaucoup ont exprimé leur frustration face au soutien croissant des dirigeants mondiaux en faveur des armes nucléaires en tant que moyen de dissuasion. Lors de la cérémonie, le Premier ministre japonais a réitéré l'engagement de son gouvernement contre les armes nucléaires. Le maire d'Hiroshima, Kazumi Matsui, a mis en garde contre l'acceptation croissante des renforcements militaires et de l'utilisation des armes nucléaires pour la sécurité nationale dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des conflits au Moyen-Orient, alors que les États-Unis et la Russie possèdent la plupart des stocks nucléaires mondiaux. Plus de 50 000 personnes, dont des représentants d'un nombre record de 120 pays et régions, y compris la Russie et le Bélarus, étaient attendues à la cérémonie commémorative. Benyamin Netanyahou a présidé ce mardi une réunion de sécurité sur la poursuite de la guerre à Gaza. Une réunion restreinte à laquelle ont participé les ministres de la Défense et des Affaires stratégiques, ainsi que le chef d'état-major de l'armée. Selon le bureau du Premier ministre israélien, l'armée s'est dit prête à mettre en œuvre toute décision prise par le cabinet de sécurité. Et ce, alors que plusieurs médias israéliens affirment que Benyamin Netanyahou envisage une occupation totale de la bande de Gaza. Selon la défense civile palestinienne, près de 70 personnes ont été tuées mardi dans des tirs israéliens dans l'enclave, dont une cinquantaine qui attendaient des distributions d'aide alimentaire. L'armée israélienne a pour sa part indiqué que 110 colis avaient été parachutés dans la bande de Gaza ces dernières heures, dans le cadre d'une coopération avec les Émirats arabes unis, la Jordanie, l'Égypte, l'Allemagne, la Belgique et la France. Ces parachutages d'aide alimentaire sont critiqués pour leur efficacité jugée limitée. En l'absence d'un consensus au niveau européen, la Slovénie a fait cavalier seul. Elle est le premier pays de l'UE à avoir interdit tout commerce d'armes avec Israël, y compris le transit et l'importation. Cette décision vise à intensifier la pression sur l'État israélien pour mettre un terme à la guerre à Gaza. L'annonce est surtout symbolique puisque le gouvernement slovène n'a délivré aucun permis d'exportation d'armes vers Israël depuis octobre 2023. Les premiers fournisseurs d'armes à Israël sont les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne lui vend principalement des frégates et des torpilles selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. D'autres pays européens tels que la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas ne sont pas allés aussi loin que la Slovénie, mais ont réduit leurs exportations d'armes vers Israël. En effet, le traité sur le commerce des armes de 2013 interdit aux États de transférer des armes qui serviront à commettre des génocides ou des crimes contre l'humanité. En 2008, les pays de l'UE se sont également engagés à refuser les transferts de technologies et de matériel militaire qui pourraient servir à prolonger des conflits armés. Pour les États européens, il y a une obligation non seulement de ne pas exporter du matériel qui pourrait servir à commettre des crimes à Gaza, mais également de ne pas exporter du matériel qui pourrait servir à maintenir les dimensions terrestres, aériennes ou navales de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Et donc ça englobe en fait la quasi-intégralité du matériel militaire qui pourrait servir à l'armée israélienne. Dans les faits, des exportations européennes de matériel militaire vers Israël se poursuivent. Certains pays déclarent notamment que les pièces sont seulement assemblées en Israël ou qu'il s'agit de matériel d'entraînement qui n'est pas utilisé à Gaza. Et donc on a le travail de plusieurs associations de défense des droits humains en Italie, également de la presse d'investigation italienne, ont révélé que en fait, le gouvernement italien avait juste suspendu l'accord de nouvelles licences d'exportation, mais tout ce qui avait été autorisé avant le 7 octobre 2023 continuait à aller en Israël, notamment des pièces pour des avions d'entraînement. Au niveau européen, un embargo sur les armes a peu de chances d'aboutir. Il devrait être approuvé à l'unanimité au Conseil de l'UE. Selon le chercheur, des pays comme l'Allemagne, la Hongrie et la République tchèque, fervents défenseurs d'Israël, le bloqueraient. Des navires russes et chinois s'exercent à porter assistance à un sous-marin.
Afin d'approfondir leur partenariat stratégique, la Russie et la Chine ont mené des exercices navals conjoints en mer du Japon durant 3 jours. 4 navires chinois ont participé aux côtés de la flotte russe aux manœuvres intitulées Joint Sea 2025. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les liens entre Pékin et Moscou se sont considérablement renforcés. Kiev accuse Pékin de fournir des armes à la Russie et d'avoir envoyé des mercenaires sur le sol ukrainien. En septembre prochain, Vladimir Poutine est attendu en Chine et devrait s'entretenir avec le dirigeant du pays, Xi Jinping. Le Portugal est confronté à sa deuxième vague de chaleur de l'été avec des températures qui dépassent les 41 degrés dans certaines régions. Et les ventes de ventilateurs explosent. De manhã havia de duas, porque realmente as pessoas procuram, porque está muito calor. Nem ventoinha, nem aqueles ventiladores pequeninos que dá para ar quente e ar frio. Isso também esgotou, porque até isso vieram pedir. Viana de Castelo, Braga, Porto, Villarreal et Bragança sont à nouveau en alerte rouge canicule. Les autorités redoublent également de vigilance dans les zones boisées pour éviter le déclenchement de nouveaux incendies. As temperaturas voltam a recuperar e devemos ter novamente avisos que deverão chegar novamente aviso vermelho na região norte. Bien que cette alerte ne soit en vigueur que jusqu'à jeudi, les températures élevées risquent de durer plus longtemps. Até meados de agosto, até 12, 13, 14 de agosto, deveremos ter estas temperaturas bastante elevadas. Les médecins recommandent de s'hydrater régulièrement, de rester à l'ombre autant que possible et d'éviter de faire trop d'efforts pendant les heures les plus chaudes de la journée. La Chine fait face à une épidémie alarmante de chikungunya, une infection transmise par les moustiques. Dans la province du Guangdong, dans le sud du pays, plus de 5000 cas ont été signalés ces derniers jours. Les autorités ont déclaré qu'un cas importé a déclenché une transmission locale en juillet, mais n'ont pas précisé l'origine de l'infection. Pour empêcher la propagation de la maladie, Pékin a ordonné l'élimination des lieux de reproduction des moustiques dans les eaux stagnantes et libéré des centaines de poissons mangeurs d'insectes dans les lacs et autres plans d'eau. Les habitants des zones les plus touchées sont appelés à éliminer les eaux stagnantes de leur domicile, y compris dans les pots de fleurs, sous peine d'amende. Les pratiques de sécurité d'OceanGate ont contribué à l'implosion qui a tué 5 personnes à bord de son submersible Titan en 2023. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport publié mardi par les gardes-côtes américains. Le rapport identifie 8 facteurs principaux ayant contribué à l'implosion fatale, soulignant l'ignorance des avertissements de sécurité et une conception et maintenance inadéquate, rendant l'embarcation incapable de résister à la pression en eau profonde. Le rapport fait également état d'un environnement de travail toxique à OceanGate où le licenciement était régulièrement utilisé comme moyen d'empêcher le personnel de dénoncer les problèmes de sécurité. La conclusion la plus accablante du rapport est sans doute qu'OceanGate a eu recours à des tactiques d'intimidation pour éviter les contrôles réglementaires. La commission d'enquête maritime a déclaré dans un communiqué que les conclusions du rapport contribueront à éviter de nouvelles tragédies. C'est la polémique qui agite le Danemark depuis quelques jours. Le zoo d'Aalborg, dans le nord du pays, a demandé à ses visiteurs et particulièrement aux propriétaires de cochons d'Inde, de lapins et de poulets d'en faire don pour nourrir ses prédateurs. La direction du parc explique qu'elle essaie ainsi d'imiter la chaîne alimentaire naturelle des animaux qu'elle héberge dans l'intérêt du bien-être de ceux-ci et rappelle que cette pratique n'est pas nouvelle. Som en storm, fordi det er jo ikke, der er intet nyt i det. Vi har altid gjort det. Og vi ser det også meget naturligt at gøre det på den her måde. Og det er lige præcis fordi, at der er nogen, der har forvekslet vores mindre husdyr med ordet kæledyr. Altså, og kæledyr, det er jo ikke det, vi tager ind. Altså, det er jo sjældent, der kommer nogen med et kæledyr. Og vi tager jo heller ikke hunde og katte ind, altså, som der er nogen, der tror. La demande du zoo a toutefois attiré l'attention des médias internationaux après avoir été rendue publique sur Facebook. Certains utilisateurs du réseau social l'ont qualifiée de malsaine. D'autres ont défendu cette pratique en précisant avoir fait don d'animaux par le passé. Le zoo affirme que les animaux donnés sont gentiment euthanasiés avant d'être donnés aux prédateurs. De cette façon, rien n'est gaspillé, a-t-il précisé.
La transition énergétique vers des sources d'énergie verte est l'un des défis les plus importants auxquels est confrontée l'Union européenne. Bien que l'objectif soit clair, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, le chemin pour y parvenir est semé d'embûches. Cela est particulièrement évident dans le secteur de l'énergie éolienne. La Pologne illustre à la fois les opportunités et les défis de cette transformation. Jak jesteśmy nad Bałtykiem czy nad morzem, wiemy, że tam zawsze właściwie wieje w każdym momencie dnia i nocy. To powoduje, że ta energetyka jest bardzo stabilna, produkuje dużo energii. Do tego jest oddalona od ludzkich siedzib, więc nikomu to nie przeszkadza, nie ma żadnych problemów. Bałtyk jest relatywnie płytkim morzem, co też ułatwia inwestycje. Des travaux sont en cours pour la construction de parcs éoliens en mer Baltique. Le premier d'entre eux, Baltic Power, devrait commencer à produire de l'énergie en 2026. Rozpoczęliśmy pierwszą fizyczną budowę na morzu turbin wiatrowych, więc już pierwsze turbiny na Bałtyku polskie stoją. To jest farma o mocy 1200 MW. Dwie kolejne farmy prawdopodobnie zaczną tą konstrukcję na morzu już w przyszłym roku, a do 2030 roku będziemy mieli 6 GW mocy, czyli 6000 MW z turbin wiatrowych na morzu. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że nie tak dawno zaczęliśmy cały ten projekt. La Pologne dispose d'un potentiel important en matière d'énergie éolienne, ce qui crée des opportunités en termes d'indépendance énergétique. To szansa dla polskiego przemysłu i dla polskiego biznesu. Już dzisiaj bardzo wiele dużych fabryk powstaje w Polsce, ale to też szansa na eksport polskich produktów na rynki zagraniczne, bo offshore wind to globalny biznes, który tak naprawdę na tych samych komponentach rozwija się wszędzie, pod każdą szerokością geograficzną. La Pologne se trouve aujourd'hui à un tournant alors qu'il y a encore quelques années, le charbon dominait le secteur énergétique national.